3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va pas trop mal, enfin je crois, parce que mercredi sur Twitch, vous avez décidé que je parle d'un sujet qui fait polémique. Yes, vous avez voulu que j'évoque Rudy Gobert et toutes les rumeurs qui circulent autour de lui en ce moment. Tout ça en mode coast to coast. Là, c'est vrai que plus le temps passe et plus on a l'impression que les jours de Rudy au Jazz sont comptés. Et si le pivot devait rester à Utah, il apparaîtrait de toute façon peu probable que son duo avec Donovan Mitchell puisse perdurer. Au moins l'un des deux, a priori, doit partir, et si l'on écoute les rumeurs, a priori, il se pourrait bien que ce soit Gobert le premier fusible à sauter. Du coup, tout ça, il va falloir le creuser, l'étudier et le débunker un petit peu, pour comprendre où il évoluera Rudy l'an prochain, où il sera envoyé potentiellement, ou pas. Alors on ne perd pas plus de temps, et c'est parti! Dans quelle équipe jouera Rudy Gobert l'an prochain? Alors déjà, pour évoquer le sujet comme il faut savoir qui il est, Rudy Gobert, parler un petit peu de son profil. Pour faire simple, il est l'un des défenseurs les plus impactants de la NBA depuis au moins 5 ou 6 ans. Avec 3 trophées de Depoy déjà, et 5 sélections dans les All Defensive Team, bientôt 6, il est clairement ce genre de joueur que l'on peut qualifier de protecteur de cercle élite. Si l'on regarde les statistiques avancées, et notamment le Defensive Raptor Metric, qui est très à la mode en ce moment, on se rend compte d'une chose, Rudy Gobert domine la ligue dans le secteur depuis maintenant 3 ans. Même s'il n'est pas le meilleur contreur de la ligue, sa présence dissuade, et les adversaires habituellement galèrent à scorer sur Rudy, si tant est qu'ils osent shooter. Avec ses bras tentaculaires et son physique qui s'est largement développé depuis sa draft, sa présence est déterminante dans une raquette. Des choses, il y en a à dire, mais je ne veux pas non plus en faire des masses à ce sujet, parce que sa défense, on la connaît, et son profil, on l'a déjà plusieurs fois abordé sur cette chaîne. L'idée d'aujourd'hui sera plutôt de passer du temps pour voir où il atterrira, mais quand même, il faut que je le dise, quand il lève les bras, Gobert devient une muraille infranchissable. Maintenant, disons-le, même s'il a fait des progrès dans sa mobilité, il peut lui arriver de galérer lorsqu'on lui demande de dépanner au périmètre. Mais si je suis honnête, ça je m'en tape, je ne veux pas qu'il soit utilisé dans ces situations, c'est à son équipe de réussir à compenser pour faire en sorte que le français reste dans la peinture. Et ça, on le verra plus tard, Utah a clairement eu du mal à le faire cette saison, notamment en play-off. Ajoutons aussi que Rudy est le meilleur défenseur de la ligue, notamment au rebond défensif, et ça commence à en faire des qualités. Une défense n'est jamais terminée tant que le ballon n'est pas récupéré, et après un shoot raté, Gobert peut vraiment se mettre en mode aspirateur. De plus, pour être complet, il faut aussi parler du niveau offensif du pivot français. Quand l'on parle attaque, le premier élément auquel on pense, c'est le scoring, et là, disons-le, ses qualités sont plutôt limitées. Au poste, Rudy, même quand il est servi et qu'il a un mismatch favorable, a des difficultés à se retourner. Vu qu'il ne peut pas non plus vraiment s'écarter, il doit absolument réussir à s'approcher, et ça, son footwork aujourd'hui ne lui permet pas réellement de le faire. Ces facteurs limitent amplement sa capacité à marquer des points. Du coup, sur les 15 points par match que Gobert score, la grande majorité se situe à moins de 2 mètres du panier. C'est aussi pour ça, parce qu'il s'éloigne pas, que depuis plusieurs années, il possède les meilleurs pourcentages au tir de la ligue. Néanmoins, il faut s'en rendre compte, il est un finisseur de bout de chaîne qui scorera soit sur passe lobée, soit en trailer, soit après rebond offensif. À partir du moment où Rudy doit baisser les bras pour ensuite les remonter, il est en difficulté, tout ça car son bagage balle en main reste aujourd'hui très limité. Si depuis des années il est celui qui pose le plus de dunks en NBA, ce n'est pas un hasard, c'est parce que ces situations sont réellement celles qui lui permettent de marquer des points le plus facilement. Maintenant, est-ce que ça veut dire que Rudy est un joueur complètement horrible offensivement? Non. Lui, il est le genre de gars qui fera le travail de l'ombre, qui fera les écrans et facilitera le jeu pour ses coéquipiers. Cette année encore, et c'est le cas depuis de nombreuses saisons, il est le leader de toute la NBA dans ce que l'on appelle les screen assists, ces écrans qui permettent un bucket à ses coéquipiers. Alors ok, ce n'est pas du scoring individuel, mais le basket est un sport co, et si ça permet à ses potes de marquer, ça doit compter aussi. Et puis pour finir ce mini-chapitre sur son profil, je veux également évoquer quelque chose qui me tient à cœur. J'entends constamment que Rudy n'est pas assez servi en attaque, et je peux le comprendre. Souvent il s'ouvre, il appelle des ballons, et ses coéquipiers l'ignorent. Pour ça, vous pouvez jeter la pierre à Quinn Snyder, à Donovan Mitchell, et à qui vous voulez. C'est mérité, donc je n'ai rien à dire, mais si on sort de là, j'ai quand même une question à vous poser. Est-ce que Utah a vraiment besoin de donner la balle à Rudy Gobert pour briller offensivement? La réponse est non. Cette saison, le Jazz, en termes de offensive rating, présentait tout simplement la meilleure attaque de toute la ligue. Alors pourquoi donner la balle à Rudy si ça fonctionne déjà très bien autrement? Eh bien c'est sévère, tout simplement parce que le pivot a du mal à capitaliser sur les ballons qu'il reçoit. Je ne peux pas lui reprocher non plus, c'est son profil aussi. Offensivement, il est un finisseur près du cercle, pas un créateur, et au vu de tout ce qu'il apporte de l'autre côté du terrain, moi ça me va, c'est déjà très valuable. Donc peut-être que de temps en temps, ce serait cool que Rudy voit plus la gonfle, mais je ne veux clairement pas qu'on l'abreuve de ballons à chaque fois qu'il fait un appel. Maintenant je le sais, on l'aime tous bien le français, et ça ferait envie qu'il soit servi pour voir ce qu'il pourrait donner en étant plus responsabilisé. Toutefois, je pense qu'une attaque qui reposerait trop sur lui pourrait se tirer directement une balle dans le pied.
Après, peut-il progresser encore Gobert dans son jeu au poste ou sur son tir? Je n'y crois pas trop pour être totalement franc. Le mois prochain, il soufflera sa 30e bougie, et si depuis le début de sa carrière il a si peu évolué dans le domaine, malgré le taf qu'il a effectué jusque-là, je n'en doute pas, c'est tout simplement à mon sens qu'il est destiné à rester dans ce profil. Un profil rudement efficace, il faut le dire, dans la défense ou dans le travail de l'ombre, mais qui présente aussi bien d'immenses qualités que de réelles failles. Et du coup, désormais, il faut évoquer ces playoffs 2022 à Rudy, parce qu'ils font parler, ils font beaucoup parler. Entre Skip Bayless et Shaquille O'Neal, le français a reçu tout un tas de balles perdues directement dans la tronche, qui n'était pas tout à fait complètement mérité, je pense. Le premier argument, c'est que Utah en défense s'est fait complètement ouvrir au premier tour des playoffs face à Dallas, et ce, même dans les 3 premiers matchs sans Luka Doncic. J'avoue que voir la team d'un triple Depoy se faire malmener de la sorte, ça pique sévèrement pour la réputation de Rudy Gobert. Sauf que vous l'imaginez bien, il y a des limites à tout ça, et la réalité est bien plus complexe à mon sens. À Utah, année après année, intersaison après intersaison, on a essayé de faire en sorte que l'équipe progresse offensivement, quitte à faire des sacrifices défensifs. Tout ça, on l'a dit, ça a fonctionné, au moins en saison, mais en contrepartie, ça voulait dire que de l'autre côté du terrain, en défense, Rudy devait s'occuper de tout, absolument tout. Et là, ce n'est pas simple, quand la défense l'oblige à sortir et qu'aucun de ses coéquipiers ne vient l'aider, c'est pas cool. On demandait à Gobert d'être partout, aussi bien dans la raquette qu'au périmètre, et le pauvre ne pouvait juste pas. Si on met un seul défenseur, aussi bon soit-il, face à 5 attaquants, bien sûr qu'il va finir par se faire bouffer. T'es bien renseigné, toi. Voilà pourquoi il y a une grosse responsabilité à filer au GM, au coach et à ses coéquipiers. Rudy n'a pas à assumer tout seul, c'est sûr et certain, et je l'ai beaucoup entendu dernièrement. Sauf que moi, je ne veux pas non plus exempter le pivot de tout reproche, et c'est aussi pour ça que je l'ai mis dans mes 6 déceptions des playoffs mercredi dernier, et ça aussi ça a fait beaucoup parler. A votre avis, pourquoi les Mavericks ont joué small ball face au Jazz? Tout simplement parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre de faire défendre un petit sur Rudy. Le mec de toute façon, soit il ne sera pas servi, soit il ne sera pas dangereux. Du coup, pas besoin d'un méga big man pour le limiter. Un Davis Bertans ou un Maxi Kleber, ça allait très bien. Par contre, imaginez-les face à un Embiid, ça n'aurait pas été la même, il n'aurait pas pu faire ça, Jason Kidd. Parce que ouais, le souci, c'est que de l'autre côté du terrain, ce genre de gars va passer sa vie au périmètre. Avec son small ball, Jason Kidd plaçait ses 5 joueurs derrière la ligne à 3 points, en mode fer à cheval, et Rudy devenait impuissant. Il était amené à switcher sur tout, à se retrouver exposé, à ouvrir les lignes de drive en devant limiter en 1 contre 1 des joueurs bien plus rapides que lui. Et vu que personne en plus parmi ses potes ne venait lui donner un coup de main, ou que Quinn Snyder ne proposait rien de différent, ça ne fonctionnait pas. Donc clairement, en défense, Rudy n'a pas été suffisamment bien entouré pour pouvoir être performant, mais en contrepartie, s'il avait eu plus de talent offensif ou plus de mobilité au périmètre, Dallas n'aurait jamais pu se permettre de jouer de la sorte. J'y tiens, rien n'est jamais tout noir, rien n'est jamais tout blanc. C'est aussi le profil de Rudy qui a provoqué ça, avec ses qualités mais aussi avec ses limites, et Quinn Snyder n'a jamais réussi à rien faire pour le protéger. Bref, en tout cas, du coup, ça paraît flagrant, à Utah, on est en train d'arriver sur une fin de cycle. Les défaites en playoff sont devenues trop fréquentes, l'ambiance dans le vestiaire a l'air tendue, et Rudy aurait même dit à son management, en parlant de cet été, et Donovan Mitchell, c'est lui ou moi. Alors après, est-ce que ces rumeurs sont réelles? On n'en sait rien, mais c'est vrai que depuis ces histoires de Covid là, depuis ces histoires de pangolin, ça semble un petit peu tendu entre les deux hommes. Moi, je pense qu'au Jazz, il faut que ça bouge, d'une façon ou d'une autre, et comme je l'ai dit tout à l'heure, Rudy pourrait être le premier fusible à sauter, et voilà pourquoi maintenant on va évoquer un petit peu toutes les équipes dans lesquelles il pourrait aller. Ici, je vais parler de 11 teams auxquels j'ai pensé. Quand on sait qu'il y en a 30 en NBA, ça fait une belle somme quand même. Mais le truc, c'est qu'à chaque fois, pour ces 11 teams, j'ai eu un petit truc qui m'a interpellé, donc j'ai eu envie d'évoquer leur cas. Ce que je vais faire, c'est que pour toutes ces équipes, je parlerai du fit de Rudy, comment il fonctionnerait dans cette team, mais aussi la faisabilité. Est-ce qu'un truc comme ça est envisageable ou totalement pas? Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ça peut arriver? Oui ou non? Quel joueur il faudra lâcher en échange? Si c'est le cas, c'est exactement ça que je veux étudier à partir de maintenant. Histoire de mieux organiser les choses, je donnerai une note sur 10 pour le fit et une autre note sur 10 pour la faisabilité. Ça permettra de voir où moi j'ai envie de voir Rudy jouer et qu'est-ce qui est faisable ou non. Et là, pour l'an prochain, la première équipe dont je veux parler, ce serait bien Utah. Il resterait à la maison. Si l'on parle de fit, déjà, vous l'avez compris, vu qu'on arrive en bout de cycle avec des coéquipiers qui ne l'ont pas forcément aidé, ça ne me convient pas. La première idée serait de rester aux côtés de Donovan Mitchell, et il y a un monde où ça pourrait arriver, ça, on en parlera plus tard en évoquant la faisabilité. Mais ça m'irait pas, parce que déjà, on l'a déjà dit, ce qui me dérange, c'est que depuis au moins 2 ans maintenant, entre ces deux gars, le torchon brûle. Au bout d'un moment, si on veut éviter l'implosion, il faudra tourner une page. Puis sur le terrain, que ce soit en attaque ou en défense, les deux joueurs ne semblent même plus complémentaires, donc le fit je ne le vois pas. J'ai l'impression que l'on a tout tenté autour de ces deux gars depuis plusieurs années et je n'y crois plus, pas besoin de tout développer. Ils ont passé plus de 5 ans ensemble, et à l'échelle d'une carrière NBA, c'est une éternité ça déjà. Il y a peu de joueurs qui ont 5 ans pour essayer de trouver des ajustements entre eux. Et autant en saison régulière, la formule du succès semble trouvée, autant en playoff c'est plus compliqué, et pourtant c'est là que ça compte le plus. Du coup l'autre option, ce serait de garder Gobert et
et transférer Mitchell, mais là c'est pareil, au vu de l'effectif actuel, le fit je ne le vois pas. Pas assez de création autour de lui, pas assez d'aide défensive, peut-être pas assez de scoring, il faudrait probablement tout remanier du sol au plafond, ça ferait beaucoup de travaux, et ça ne me hype pas particulièrement. Donc la note de fit là, quelle que soit la situation, garder Mitchell aux côtés de Gobert ou l'envoyer ailleurs, elle sera très basse, je ne mets qu'un 2 sur 10. Sauf que maintenant, en termes de faisabilité, ou plutôt de réalisme, dans ce cas-là, je me dis que ça pourrait bien arriver. Danny Ainge pourrait se montrer exigeant pour transférer l'une ou l'autre de ses stars, et je ne pense pas qu'il appuiera sur la gâchette dans une situation où il se retrouvera perdant. Et est-ce que les autres équipes feront une offre suffisante concernant Gobert par exemple? Pas sûr. Il faut noter que le pivot a quand même un contrat qui dure jusqu'en 2026 si on prend en compte sa player option. À ce moment-là, il aura déjà 34 ans, et il faudra la payer sa quarantaine de millions par an, ça commence à faire beaucoup. Maintenant, ce qui peut sauver le truc, et aller dans le sens d'un départ, c'est que le Jazz semble réellement privilégier Donovan Mitchell. L'arrière a 4 ans de moins que le pivot, et Dwayne Wade, désormais dirigeant, semble particulièrement l'apprécier. Moi perso, je trouve qu'un profil de scoreur comme Mitchell est plus facilement remplaçable qu'un profil de défenseur élite comme Gobert, mais pourquoi pas? Et le fait d'avoir signé Eric Pascal aussi l'an dernier, l'ami d'enfance de Spida, montre tout à fait que l'organisation tient à lui. Je pense donc que Gobert a de vraies chances de partir, mais un gros frein, vous l'avez compris, viendra de la qualité de la contrepartie. Pour la faisabilité, les chances que Gobert reste à Salt Lake City, je pense que Ainge ne se précipitera pas, vu les qualités du joueur, donc je mets un 8 sur 10 pour qu'il reste à Utah, même si ça s'apparenterait à un échec. Si on additionne mes deux notes, ça nous file un 10 sur 20, ça montre bien que ce n'est donc pas à Utah que j'imagine ou que je veux voir l'avenir du joueur français. Il est en train de pleuvoir sur le Velux, là c'est un truc de malade, j'espère que ça perturbe pas trop la qualité de la vidéo, je suis désolé si c'est le cas. Mais c'est comme ça ici, on est à Limoges, je vous ferai avec, y a pas le choix. Bref, ma rumeur suivante, équipe suivante, on en entend souvent parler, elle enverrait Rudy à Dallas pour rejoindre Luka Doncic. Il est vrai qu'offensivement, sur pick and roll, le duo pourrait paraître complémentaire. Je ne dis pas que Rudy tournerait à 20 points par match, mais quand je vois ce que peut faire le Slovène sur passe lobée avec Dwight Powell, Gobert aurait probablement plus d'opportunités de scorer. Ça me plaît bien. Défensivement de plus, le français pourrait rendre de vrais services dans la protection de cercle, domaine dans lequel Dallas n'a strictement personne. Ça ferait du bien tout ça. Sauf que bon, j'ai quelques limites aussi. Il faut savoir que si Jason Kidd, par exemple, a donné son accord pour transférer Kristaps Porzingis pour récupérer Spencer Dinwiddie, entre autres, c'est pour pratiquer son jeu small ball. Est-ce qu'un Rudy Gobert rentrerait dans cette philosophie de jeu rapide basée sur l'ISO et sur le tir à 3 points? Absolument pas. Les mêmes soucis qu'à Utah pourraient se poser, même si Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock pourraient aider Rudy dans les rotations défensives. Sauf que bon, tout comme moi, vous aussi, vous avez entendu le scud que Kidd a envoyé envers Gobert récemment, là, juste avant la série contre les Suns, en mode il est incapable de marquer un panier. Pas sûr donc que le tacticien envisage vraiment ce fit, mais pour la relation avec Luka et les présences de défenseurs au périmètre, je mets quand même un 6 sur 10. Mais maintenant vient la faisabilité. Qu'est-ce que peuvent envoyer les Mavs pour satisfaire le Jazz? Et là, la seule chose que j'envisage serait un sign and trade de Jalen Brunson, peut-être entouré de gars comme Davis Bertans ou Tim Hardaway Jr. pour compléter les salaires. Est-ce que Dallas a vraiment envie de se séparer de son joueur qui est justement en train d'exploser pour Rudy? Et est-ce que ça intéresserait le Jazz qui, sur ses postes arrière, dispose déjà de Mitchell, Clarkson et Conley? Je n'en suis pas vraiment certain de tout ça, même avec des pics en supplément. Pour la faisabilité, je ne mets donc qu'un tout petit 3, et encore j'ai l'impression d'être généreux. Ça nous fait donc un total de 9 sur 20 pour Dallas, qui n'est pas vraiment fou, c'est le moins que l'on puisse dire. Allez, maintenant la team suivante que je veux évoquer, les Los Angeles Clippers. Je me dis que ça a du sens d'envoyer Rudy là-bas vu qu'il n'y a pas du tout de protecteur de cercle dans l'effectif. En imaginant l'équipe au complet autour de Paul George et de Kawhi Leonard, la défense au périmètre n'est pas un souci. Mais si en contrepartie c'est pour se faire bouffer par les pivots adverses dans la peinture avec un Ivica Zubac qui a certes de bonnes mains mais peine sacrément en défense, l'intérêt devient d'un coup bien moindre. Le français pourrait également dépanner au rebond, un secteur dans lequel les Clippers souffrent c'est sûr. Mais maintenant, est-ce vraiment essentiel de chez essentiel de ramener un joueur comme Rudy? Bien sûr, face à des pivots dominants sous le panier, comme Joel Embiid ou Nikola Jokic, il pourrait rendre de très bons services. Mais il n'y en a pas non plus 30 en NBA des pivots comme ça, d'autant plus quand la mode actuelle incite réellement les intérieurs à stretch. Une bonne défense au périmètre, déjà présente chez les Clippers pour empêcher les extérieurs de driver, peut être suffisante. Le besoin d'un Gobert ferait step up la team, c'est sûr, mais ne serait pas primordial. Je mets tout de même un 7 sur 10 concernant le fit parce que j'aime bien l'idée, et elle ne peut pas faire de mal. Enfin, pas faire de mal parce que le prochain souci vient de la faisabilité, et pour qu'un deal comme ça ait lieu, il faudrait limite se débarrasser de la moitié de l'équipe. J'imagine des roleplayers comme Zubac, Kennard, Mann, Morris, peut-être sûrement des pics, mais c'est pas ouf, pas sûr que ça convainque Utah. Puis est-ce que ça vaut le coup pour les Clippers de dépouiller leur banc pour un joueur qui certes sera utile, mais potentiellement pas essentiel? Je ne crois pas. L'intérêt me semble limité pour chacune des deux teams, mais je mets quand même un 4 en termes de faisabilité. On sait jamais si Ainge est désespéré, ça nous donne un total de 11 sur 20 qui n'est toujours pas dingue. Là on va parler de l'équipe suivante, mais avant ça j'ai une question à vous poser, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Histoire de complexifier la dernière ligne droite vers les 50 000 abonnés, là je le vois, YouTube a décidé de me mettre beaucoup moins en avant. Malgré un bon taux de clics, je le vois dans les stats, mon nombre d'affichages a quasiment été divisé par 3, je ne comprendrai
comprendrai jamais rien à ce foutu algorithme. C'est pas grave, les abos on va aller les choper autrement, mais du coup j'ai besoin de vous, personne d'autre que vous, pour cliquer sur ce bouton rouge. Mais bref, parlons maintenant d'Atlanta, et en termes de feed, je vous le dis tout de suite, j'éprouve un certain kiff. Trae Young est un sacré playmaker qui lui aussi excelle en pick and roll et n'a jamais éprouvé aucune difficulté à trouver Clint Capella. Rudy peut très bien endosser ce costume, et en défense, mamma mia, la plus-value que le français pourrait apporter dans la protection de cercle, ça me plaît bien. Puis avec un poseur d'écran comme Gobert, Young pourrait se régaler avec son handle et avec sa créativité. Le meneur est malin comme un singe, et je suis persuadé qu'il pourrait briller en utilisant toutes les qualités de travail de l'ombre de son nouveau coéquipier. Par contre, ce qui m'embête, c'est que notamment depuis qu'Atlanta a transféré Cam Reddish, il manque peut-être quelques défenseurs extérieurs pour épauler Gobert. Il ne faudrait pas que les Hawks fassent face aux mêmes soucis qu'a éprouvé le Jazz ces dernières années en effectuant ce deal. Le seul qui pourrait me rassurer dans le secteur, c'est DeAndre Hunter, mais j'ai peur que si on imagine une transaction avec Gobert, ils doivent faire ses valises. Je mets tout de même un 7 sur 10 en termes de fit, en espérant que si ça se fait, les Hawks pourront trouver un ou deux lockdowns pour compenser cette situation. Mais en termes de faisabilité maintenant, essayons d'étudier le sujet, ça dit quoi? Eh bien justement, en organisant un truc autour de DeAndre Hunter et Clint Capella, je trouve ça pas mal. À ça, on ajoute peut-être un pic et de la jeunesse comme Onyeka Okongwu ou Jalen Johnson, et ça pourrait matcher. Ça ferait du bien à ce Jazz de récupérer un bon pivot, comme le Suisse, tout en réglant les soucis de défense au périmètre avec Hunter. Et puis si ça veut absolument garder Hunter, il y a peut-être même moyen d'organiser un truc autour de John Collins, là, à la place de l'ailier. Ça plairait peut-être moins à Utah, mais à voir, et du côté d'Atlanta, ça cocherait peut-être plus de cases en défense pour aider Rudy Gobert. Bon, ce n'est pas non plus l'offre parfaite, et aucune de ces deux équipes ne sera transformée directement en contender avec un tel deal, mais quand même j'aime bien. Je mets donc un 8 sur 10 pour la faisabilité, car un transfert comme ça, j'ai tendance à plutôt y croire. On arrive donc à un total de 15 qui directement permettent à ces Hawks d'être plutôt bien placés, je pense, dans la course à Rudy Gobert. Prochaine team, les Hornets, qui désespérément ont besoin d'un pivot défensif, ça tout le monde le sait. De plus, avec un meneur comme LaMelo, qui pourrait trouver Rudy dans toutes les positions et toutes les conditions possibles, je me dis que le fit est tout trouvé. Je n'en fais même pas plus, j'adore, mais je ne mets qu'un 9 sur 10, car rien n'est jamais parfait, et peut-être qu'un peu plus de défense, même au périmètre, et même avec la présence de Rudy aux Hornets ne ferait pas de mal. Cependant, ils ont quoi les frelons à donner? Eh bien, pas grand-chose, c'est bien là qu'est le problème. Au vu de la saison que vient de réaliser Miles Bridges, il semble intouchable, même chose pour LaMelo évidemment. Pour les salaires, de toute façon, il faudrait mettre Gordon Hayward, et on imagine qu'un retour dans l'Utah pourrait être apprécié s'il reste en bonne santé. Avec lui, on peut ajouter des pièces intéressantes, comme PJ Washington ou Kelly Oubre, puis il faudra filer des pics de draft aussi. Mais est-ce que tout ça, ça suffira? Pas sûr, d'autant plus que si on imagine d'autres offres avec Terry Rozier, je ne suis pas certain non plus que Utah soit intéressé, vu qu'il possède déjà Jordan Clarkson. Alors peut-être que Ainge pourrait accepter ça en dernier recours, s'il veut vraiment faire une croix sur Rudy et n'a rien de mieux à se mettre sous la dent. Ceci dit, cela me semble bien léger du côté des Hornets, c'est pour ça que je ne mets qu'un 4 sur 10 pour la faisabilité. Ça nous fait donc un total de 13 points pour Charlotte, qui je me dis quand même qu'au vu du fit que pourrait représenter Rudy chez eux, serait capable de lâcher pas mal de pics. Néanmoins, dans cette offre, le manque d'une vraie pièce, un vrai joueur qui intéresserait vraiment le Jazz ne fait pas des Hornets les favoris, au moins à mes yeux à ce jour. Allez, parlons maintenant des Knicks, une team à laquelle je n'ai pas pu m'empêcher de penser. Cette saison, si l'équipe a choke, c'est essentiellement parce qu'elle n'a pas su retrouver la défense qui faisait son succès l'année précédente. Et là, à mon sens, l'un des plus gros soucis est venu du manque de pivot de qualité dans la peinture. Nerlens Noel n'a pas une santé suffisamment fiable, tandis que Mitchell Robinson, de son côté, peine à maturer, connaissant encore trop souvent des soucis de faute. Sans encre défensive et avec les départs de Reggie Bullock, de Elfrid Payton et de Frank Ntilikina, les Knicks ont galéré de ce côté-là du terrain. Bon, par contre, je ne sais pas trop ce que ça pourrait donner offensivement un mec comme Rudy aux côtés d'un autre mec comme Julius Randle, mais pourquoi ne pas tester au vu du vrai fit défensif qui existe? Allez, partons pour un 8 sur 10 concernant cette note parce que j'aime bien. Mais désormais, parlons de faisabilité, et je dois le dire, ça me semble compliqué. Je vois mal le Jazz accepter un deal sans R.J. Barrett, et je vois mal les Knicks le lâcher. Il semble trop important pour le futur, et il serait encore plus avec la présence de Rudy. En parallèle, je ne vois pas trop ce que Utah ferait avec Julius Randle, le pari semble risqué. Alors il serait possible d'imaginer quelque chose autour de Fournier, en organisant un sign and trade avec Robinson et en ajoutant des pièces, à la Cam Reddish ou à la Obi Toppin, tout en filant probablement le contrat de Derrick Rose et quelques pics. Mais non seulement ça fait beaucoup de pièces à donner pour un seul joueur, et en plus de ça, je vois très mal le Jazz accepter ça. Je ne mets donc qu'un tout petit 2 sur 10 pour cette histoire en termes de faisabilité. Le total est donc de 10 points, ce qui confirme que Rudy Gobert aux Knicks, c'est quelque chose auquel je ne crois que très peu. Et restons du côté de New York tant qu'à faire et parlons maintenant des Nets. Eux aussi ont besoin de step up vite avant que Kyrie Irving et Kevin Durant sortent de leur prime, et eux aussi ont besoin définitivement de protection de cercle. Je pense qu'imaginer Rudy là-bas en termes de fit, ça aurait du sens. Kyrie Irving et Kevin Durant pourraient s'occuper de tout en attaque, pendant que le français ferait le sale boulot et dévirait tir sur tir de l'autre côté du terrain. J'avoue que je trouve ça cohérent. Et pourtant, je suis partagé un peu, car je pense que Gobert a besoin d'un vrai système autour de lui, ce que Steve Nash n'a pour l'instant pas réussi à développer. De plus, c'est personnel, mais je n'imagine pas vraiment Rudy Gobert dans une super team, ou un très gros marché. Je ne suis pas sûr qu'il s'y épanouirait en vrai. Pour le fit, je mets donc la moyenne, mais je ne vais pas aller au-dessus de 6. Et maintenant, parlons de faisabilité, et soyez-en conscients, il n'y a pas 1000 choix possibles. Il faudrait forcément organiser quelque chose autour de Ben Simmons, et là perso je n'y crois pas. Les Nets veulent-ils l'envoyer avant même de l'avoir testé? Ça m'étonnerait, et le Jazz voudra-t-il prendre le
risque de l'accueillir sans connaître ni son état de santé, ni son état psychologique, ça semble chaud, même si défensivement il pourrait apporter. Puis autant je ne vois pas Rudy s'épanouir dans une super team comme les Nets, autant je ne vois pas Ben Simmons s'épanouir à Salt Lake City. Je ne mets donc qu'un petit 3 sur 10 en termes de faisabilité. Nous arrivons donc sur un total de 9, là encore, qui ne me paraît que très peu enthousiasmant pour imaginer Rudy Gobert arriver à Brooklyn. Maintenant, dans les 4 équipes qu'il me reste, il y a aussi les Grizzlies, et là j'aime bien ma théorie. L'effectif est jeune, talentueux, possède de bonnes bases, et peut-être qu'il ne lui manque qu'un petit élément pour tout défoncer. En parallèle, Steven Adams est excellent dans son rôle, il me plaît, grâce à ses écrans, ses rebonds, sa défense et son envie, mais on le voit, c'est parfois compliqué de le faire jouer en post-season. Le remplacer par un Rudy Gobert dans le starting 5 me paraîtrait méga intéressant en vrai. Avec un spécialiste des pics comme le français, j'imagine bien un Ja Morant bouffer tous les espaces et se déchaîner pour aller au panier, encore plus qu'il ne le fait maintenant, en mode diable de Tasmanie. Puis envisager une raquette défensive formée de Rudy Gobert et de Jaren Jackson Jr, personnellement ça me fait rêver. Bon, par contre en attaque, dans une team comme ça, je ne m'attends pas du tout à ce que Rudy soit responsabilisé, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas son rôle premier. Ça me va de mettre un bon 9 là encore pour le fit, je suis complètement ok avec ça et je l'assume. De plus, en termes de faisabilité, l'offre des Grizzlies, sans pour autant être folle, paraît intéressante. L'équipe a de la place sous le cap, mais au bout d'un moment elle ne pourra pas re-signer tous ces jeunes prometteurs, il faudra faire des choix, alors pourquoi ne pas en sacrifier un ou deux dès maintenant? Envisager un deal autour de Dillon Brooks, Steven Adams, Brandon Clark, Zaire Williams et des pics donnerait à Utah quelques joueurs intéressants, de la jeunesse et même de la flexibilité financière. Ce ne sera pas révolutionnaire, mais dans l'optique de mieux entourer Mitchell, je trouve qu'il y a du potentiel. Alors c'est sûr que les Grizzlies seraient obligés de se séparer de quelques pièces intéressantes, mais c'est comme ça, tu ne vas pas l'avoir non plus gratuit le Rudy. Si l'équipe veut step up, il faudra absolument passer par là, et je veux bien donner un bon 8 en termes de faisabilité. Ça nous fait un total de 17 pour Memphis qui, du coup, jusque-là est en train de choper le meilleur score. Puis dans le même genre de deal, j'ai aussi pensé aux Pelicans. L'équipe formée autour de son duo Brandon Ingram, CJ McCollum a montré des choses super intéressantes en fin de saison. Si on pense en plus de ça qu'un Zion Williamson en bonne santé peut venir se greffer l'an prochain, il y a de quoi s'enthousiasmer. Le souci, c'est que j'ai beau adorer Jonas Valanciunas, son impact offensif et même le tir de loin qu'il a développé, je me dis que l'équipe autour de ce trio aura plutôt besoin de défense et de protection du cercle. Steven Adams à l'époque compensait bien les trous défensifs de Zion, et je ne vois pas Jonas faire la même chose. Après, il y a un petit Herb Jones que je kiffe fort et qui peut faire pas mal de choses, mais il manque de taille et peut-être d'expérience encore un peu. Par contre, je suis persuadé que même si Zion ne revient pas, il pourrait être un super complément au poste 4 aux côtés de Rudy. Puis ce qui me semble important aussi, quoi qu'il arrive, c'est que si les Pelicans veulent convaincre Williamson de re-signer, il va falloir se montrer compétitif très vite. L'arrivée de Rudy Gobert permettrait d'aller dans ce sens et compenserait de réels manques qui existent dans ce roster. Je mets donc un bon 9 en termes de fit, ça me plaît pas mal. Le souci, et c'est bien souvent le souci dans pas mal de teams qu'on a évoqués, c'est comment organiser ça. Tu peux donner des pics, des jeunes à potentiel comme Trey Murphy et Jackson Hayes, tu peux ajouter Valanciunas bien sûr, ou Devonte Graham, mais c'est très juste je pense pour convaincre le Jazz. Et puis financièrement aussi, c'est important, on fait comment? Avec les contrats de Ingram, de McCollum, de Zion Williamson probablement bientôt, si on y ajoute celui de Rudy Gobert, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Même en ajoutant une troisième team peut-être pour satisfaire le Jazz, au niveau du cap ça me semblerait complètement dead. Puis en vrai c'est chaud de prendre un tel risque financier avec Rudy en faisant une totale croix sur la flexibilité quand un Zion Williamson a re-signé. Voilà pourquoi, à mon plus grand désespoir, parce que j'aimais vraiment l'idée, je ne mets qu'un 2 en termes de faisabilité. On a quand même un total de 11, c'est pas élevé et c'est dommage parce qu'en termes de feed j'aurais vraiment aimé voir Rudy là-bas. Allez, on avance dans la vidéo et l'avant-dernière team que je veux vous présenter c'est les Raptors. À Toronto, avec des joueurs longs comme OG Anunoby, Scottie Barnes ou Pascal Siakam, même si évidemment dans un tel deal ils ne pourraient probablement pas tous rester, je m'imagine déjà une muraille défensive incroyablement excitante dans le Canada. Surtout que je suis sûr qu'en attaque, Nick Nurse arriverait à impliquer un minimum le français. Franchement là-dessus je crois qu'on a déjà tout dit. Tout à l'heure je disais que je ne pouvais pas imaginer un fit parfait, et bien je change d'avis, cette fois-ci je donne un 10. Mais en termes de faisabilité, ça dit quoi? Va-t-on tout de suite redescendre sur terre encore une fois? Déjà même pour Gobert, je vois mal Toronto lâcher Siakam, Van Vliet ou Barnes, on peut oublier. Par contre derrière eux, on a un certain OG Anunoby qui pourrait enfiler un costume de 3&D qui serait très utile à Utah pour entourer Mitchell. Le mec a fait d'énormes progrès et sa valeur a grimpé. J'ajouterai à ça Gary Trent Jr, qui j'en suis sûr plaira aussi au Jazz, un Precious Achiuwa pour combler le manque intérieur, tout en accompagnant ce package d'un bon petit pic. Ça a de la gueule je trouve. Dans toutes les offres que j'ai imaginées jusque-là, celle que peuvent formuler les Raptors est l'une de mes préférées, et donc je mets un bon 8 en termes de faisabilité. Ça nous fait donc un total de 18 pour Toronto, qui montre que non seulement Rudy aux Raptors, j'adorerais l'idée, mais en plus de ça, ça me semble plutôt réalisable. Sauf que pour finir, il faut que j'évoque les Warriors. La rumeur a souvent popé dernièrement sur les réseaux, et il se dit qu'il ferait partie des candidats sérieux. L'idée de base, je la comprends, et c'est vrai que ça fait pas mal d'années qu'on pourrait se dire qu'il manque un vrai pivot à San Francisco. Kevin Looney, il est bien gentil, et j'aime ses qualités, mais quand Draymond Green s'est blessé cette saison, l'équipe de Kerr s'est fait bouffer tous les soirs dans la peinture, surtout qu'avec James Wiseman, dont la blessure n'est toujours pas réglée, le mystère reste totalement entier au poste 5. Puis une doublette intérieure
Gobert-Green, ça pourrait envoyer, et à première vue, le feat semble particulièrement cool. Bon, faudra que les deux oublient leur petit bif quand même, ça devrait se faire, mais je suis pas sûr que ce soit gagné. Puis aux Warriors, on pourrait se dire que Rudy serait utilisé dans un rôle à la McGee 2018, un McGee puissance 10 en plus, y a de quoi kiffer. Sauf que en vrai, cette équipe qui cette année semble très bien fonctionner, a-t-elle vraiment besoin de ça? Tu ne récupéreras pas Rudy sans te séparer de grosses pièces, et est-ce que ça vaudra le coup pour un joueur qui, de fait, par son profil, sera sous-utilisé? Car oui, il rendra des services, le français, mais il vaut quand même bien mieux qu'un McGee, tandis que Kerr a bien trop l'habitude de jouer sans pivot. Saura-t-il donner à Gobert le costume qu'il mérite pour performer à son plus haut niveau? Perso, j'ai des doutes. C'est pour ça que malgré la beauté que pourrait avoir la team sur le papier, en termes de fit, je ne mets qu'un 6. Et puis en retour, financièrement, les Warriors n'auraient pas le choix. Ils devraient se séparer d'un Andrew Wiggins, probablement accompagné d'un Wiseman. Si ça semble pas mal pour Utah, je ne vois pas pourquoi Golden State ferait ça. Wiggins est un All-Star, qui est devenu un maillon essentiel dans le système de Steve Kerr. Casser quelque chose qui fonctionne pour construire quelque chose dont on n'a aucune preuve que ça va marcher, je ne comprendrai pas le bail, je ne suis pas fan. Donc je ne ferme pas totalement la porte, si les Warriors voulaient aller de l'avant et tourner une page, mais je ne comprendrais pas pourquoi ils feraient ça. En termes de faisabilité, là, malgré les rumeurs qui sont sorties, je ne mets donc qu'un 4, pas plus. Cela nous donne donc un total de 10 qui a priori écarte définitivement les Warriors de la course au pivot français. Donc si on fait le bilan de tout ça, ça dit quoi? Eh bien ça dit que si on mixe ma perception sur le fit, la faisabilité et l'intérêt potentiel pour les deux teams, c'est à Toronto que je vois le plus Rudy Gobert. Ce deal, pour être totalement franc, j'aurais très envie de le voir se matérialiser, et imaginer des bifs entre Joel Embiid et Rudy beaucoup plus souvent dans la même conférence, ça ferait kiffer. Derrière viennent les Grizzlies, puis les Hawks, et je suis à peu près certain que dans une team comme dans l'autre, il y aurait des choses super intéressantes à creuser. Ce qui me plaît aussi, c'est que toutes ces teams sont isolées dans des petits marchés, ou des moyens marchés, dans des contextes qui sembleraient plaire à Rudy Gobert. Déjà qu'il est constamment ciblé par les critiques, je ne veux même pas imaginer ce que ça donnerait avec les Nets, ou avec les Lakers, tout serait largement amplifié encore. Donc déjà, ce que j'aime bien, c'est que des pistes, il y en a 3 ou 4 à mon avis, qui sont potentiellement sérieuses. Pourquoi ne pas imaginer les Hornets non plus, s'ils arrivent à formuler une offre suffisamment intéressante? Mais la piste qu'il ne faut pas oublier, au milieu de toutes celles-là, c'est évidemment celle de Utah. Elle ne me plairait pas, c'est certain, vu que c'est la pire note de fit que j'ai donnée, mais comme je l'ai dit plus tôt, il y a un monde où Ainge est trop exigeant, préfère être patient et décide de laisser la situation s'enquister avec son duo. Honnêtement, je trouve que ça craindrait sévère, mais il faut être conscient que ça pourrait arriver. Donc s'il te plaît, Danny, des pistes, a priori il y en a, et je pense qu'à Salt Lake City, Rudy a fait son temps. Du coup, je n'aurai que 2 mots à te dire. Free Rudy. Voilà pour ce qui est de Rudy Gobert et ses potentielles destinations de trade, voilà pour ce qui est de ce nouveau coast to coast. Alors est-ce que ça vous a plu vous? Et surtout dites-moi en commentaire dans quelle équipe vous voyez Gobert l'an prochain, et pourquoi. Faut que je vous le dise aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais sur Twitch le jour on a passé un sub goal et j'ai eu 3 mots imposés. Petit indice, c'était des noms d'animaux, et le premier qui me mettra les timecodes là dans les commentaires, il aura droit à son big up, on lui fera un petit truc lors du prochain live. Alors est-ce que vous avez été attentif? Eh bien c'est le moment de le prouver. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous ceux qui sont restés jusque là, jusqu'au bout de la vidéo, c'est super important ça justement pour la mise en avant et le nombre d'affichages sur YouTube, j'y tiens. Et merci à tous ceux qui continuent à soutenir constamment sur Twitch et sur Tipeee, vous êtes le sang. Sans vous, je pense que le 6ème homme n'existerait plus. Alors n'arrêtez jamais s'il vous plaît, et si vous voulez les rejoindre, il y aura toutes les infos dans la description. A très vite.